Est-ce que vous pouvez me présenter votre voisin et nous dire pourquoi est-ce qu'il est venu et puis nous dire, je crois qu'on va regarder un petit film et nous expliquer ce qu'on va regarder. Dans la présentation, j'essaie d'exprimer les études de cas de l'économie circulaire, les vérités qui existent dans le marché. Et on voit de plus en plus l'économie circulaire, c'est quelque chose qui accélère très très vite. Mais de mettre tout ça en contexte, je suis là avec Jean-Philippe Hermine, avec lequel on a travaillé depuis le début de la fondation. Renault était un des partenaires fondateurs en septembre 2010. Et ici, il y a un film qui montre l'économie circulaire vraiment dans une société, vraiment dans son implication dans l'économie qui marche aujourd'hui. So let's watch. Le concept d'économie circulaire est porté par la Fondation Ellen MacArthur. Partenaire dès l'origine de la navigatrice, Renault est à l'avant-garde de cette nouvelle approche industrielle. L'économie circulaire, au niveau européen, c'est un des axes de travail pour conserver la compétitivité des industriels en Europe. L'année dernière, en Chine, il y a eu une loi cadre d'économie circulaire. Donc c'est bien un enjeu pour les industriels, c'est un enjeu pour les États aussi. L'économie circulaire s'oppose à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'exploitation des matières premières, leur transformation, leur fabrication et leur consommation, sans prise en compte de la fin de vie des produits ni de l'épuisement des ressources. Le recyclage sort l'économie linéaire de cette impasse. Mais il ne suffit pas. L'émergence des nouvelles économies entraîne la raréfaction des matières premières et la croissance des cours. L'économie circulaire met les entreprises au cœur de la solution. Elles assurent leur autonomie et leur avenir par la gestion complète du cycle de vie. L'enjeu est majeur et stratégique. Elles doivent apprendre à recréer de nouveaux biens à partir de leurs anciens produits. L'économie circulaire, c'est savoir comment, dans la fin de vie du véhicule, aller chercher ce qu'il me faut comme matière première pour fabriquer les nouveaux véhicules ou pour réparer les véhicules qui ont besoin de réparation. Aujourd'hui, 29% des matières des véhicules Renault sont issues du recyclage. L'objectif est de monter ce taux de 10% d'ici 2016. L'entreprise MTB est un concepteur de machines et recycleur, prestataire de la boucle courte cuivre de Renault. En économie circulaire, la boucle courte permet de gérer en direct la logistique et la qualité de son approvisionnement. Depuis 3 ans, MTB reçoit des faisceaux de cuivre acheminés par Renault. Le premier contact a eu lieu en 2011. Nous arrivions avec une idée qui était celle de pouvoir valoriser des faisceaux de cuivre provenant des véhicules fin de vie. C'est le câblage, et ce câblage, il est entouré par un ensemble de polymères. Il a fallu couper, granuler, séparer. Ce qu'on obtient en fin de process, c'est un fil de cuivre de l'ordre de 99,99% de cuivre. Le recyclage peut se faire de façon infinie. Il y a avant tout une valeur financière, puisque dans un véhicule, on va trouver 2500 € de matière. Quand on recycle comme il faut, on est moins dépendant de la fluctuation des cours, parce qu'on a déjà la matière. On ne repaye pas toute la chaîne de valeur, on ne paye que le travail du recyclage. Chaque fois que Renault met en place une boucle courte, il internalise les marges de son recyclage. Il se libère des marchés, maîtrise ses coûts et la régularité de ses approvisionnements. Par des cahiers des charges exigeants, il garantit la qualité et la pérennité de son capital matière. Réparer et réutiliser font partie des principes de l'économie circulaire. Depuis 1949, le site de Choisy-le-Roi démontre la rentabilité de ces deux principes. Voilà, donc ici nous sommes dans la zone de réception des organes à rénover. Tout cela revient du réseau européen de Renault. On va traiter chaque année 30 000 moteurs, 20 000 boîtes de vitesse et 16 000 systèmes d'injection. Les 2 lignes de démontage servent à démonter les organes pièce à pièce, à écarter les pièces d'usure qui seront systématiquement remplacées par des neuves. Donc on va retrouver donc nos pièces récupérées et expertisées bonnes, complétées de pièces neuves, et donc tout va être réassemblé selon un processus identique à l'origine. On va ainsi proposer à nos clients des pièces 30 à 50% moins chères et en ayant économisé
par rapport à l'assemblage d'un œuf, 80% d'énergie, plus de 80% d'eau, de produits chimiques ou de déchets. À Choisy, 43% des composants sont récupérés en échange standard. 48%, hors d'usage, sont recyclés dans les fonderies du groupe Renault pour fabriquer de nouveaux organes. Ce que fait Renault est relativement unique parmi les autres constructeurs, c'est-à-dire ce niveau d'implication dans des installations industrielles en vraie grandeur, dans des flux réels. Nous sommes le seul à avoir réussi à le faire. Indra est un laboratoire à grande échelle de l'économie circulaire. 95% des matières y sont valorisées. À ce titre, Indra participe au programme européen ICAR 95. Elle est une des 2 filiales communes de Renault et Suez Environnement dans le domaine du recyclage. Elle associe ces 2 géants de l'industrie à une galaxie de PME françaises. Indra est un réseau de 400 petites entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et assurant ainsi une collecte à proximité, de l'ensemble des véhicules hors d'usage du territoire national. Là maintenant nous sommes dans l'atelier de déconstruction de véhicules hors d'usage. À chaque poste de travail, l'opérateur prend connaissance sur un panel PC des pièces qui seront réemployées. Il en profite également à ce stade-là pour extraire les matières qui correspondent à son poste de travail. Indra et son réseau massifient l'approvisionnement matière auprès de plus de 100 démolisseurs. Pour Renault, cette optimisation logistique est le nerf de la guerre. Indra, pour nous, c'est finalement un gisement, maintenant. Un gisement de matières premières que l'on utilise pour réinjecter dans notre outil de production, et puis un gisement de pièces d'occasion que l'on utilise pour de la réparation. Le site de Romorantin est un site qui est particulièrement avancé en matière de déconstruction, en matière de systèmes informatiques, de traçabilité, d'optimisation des méthodes, optimisation économique. Néanmoins, nous travaillons avec un tissu de PME qui ne sont pas au même niveau. On apporte les méthodes, on apporte la formation pour qu'ils trient mieux, on apporte avec Suez Environnement des solutions logistiques, on mutualise, on a un effet d'échelle, et là, on passe à des logiques qui sont effectivement de nature industrielle. Demain, l'approche économique du produit sera repensée à travers le prisme de l'économie circulaire. Comme on l'a fait sur la batterie du véhicule électrique, où on va louer le bien au client et ensuite lui trouver une deuxième vie, savoir le réparer et savoir in fine le recycler et récupérer toute la richesse matière qu'il contient. L'industrie entre dans l'ère du bien d'usage. En clair, c'est la fin du tout jetable. Le client devient un usager qui loue un simple service. Dès l'amont, l'entreprise responsable veille à la pérennité de ses produits comme à la maîtrise de ses ressources. Elle anticipe le démontage et le retraitement du bien pour un recyclage économique de son capital matière. Il y a un travail d'éco-conception pour faire en sorte que, là encore, on optimise le système. Pour favoriser le démontage, pour favoriser la séparation des matières, pour favoriser le réassemblage de ce qu'il y a à réassembler, etc. Ce sont des projets qui ont bon sur toute la ligne. Le bénéfice environnemental est là, indiscutable. Le bénéfice économique, la compétitivité qu'on offre avec ces projets pour Renault, elle est indiscutable également. L'économie circulaire, c'est du bon sens industriel, c'est du bon sens financier. Tous nos projets ne seront pérennes que justement parce qu'ils sont axés sur cette approche qui est économique et écologique. Alors Jean-Philippe, vous avez déjà pas mal parlé dans le film, mais je vais vous redonner la parole, je vous rassure. Il y a eu un grand nombre d'évolutions chez Renault. On est passé de la Renault Fuego à la Renault Alpine, puis la Velsatis, je crois que vous l'avez arrêté. Vous savez qu'il faut faire attention, parce que quand on emploie trop des mots, on les démonétise et après ça ne veut plus rien dire. Et on a sans doute abusé du mot révolution. Pourtant, là, sur l'économie circulaire, on voit bien dans le film qu'il y a un vrai basculement. Alors, est-ce que c'est une évolution, est-ce que c'est une révolution ? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je suis content d'avoir pu montrer ce film puisque ça m'évite d'expliquer tout ce qu'on fait. Vous avez compris qu'on est très engagé dans cette démarche-là, qu'on a déjà des réalisations relativement concrètes. Néanmoins, le constat qu'a fait Hélène, le message qu'elle porte nécessite une prise de conscience et un changement de comportement de l'industrie et du commerce qui est beaucoup plus radical que ce qu'on a encore réalisé là.
Le constat, on le partage tout à fait. Le constat est une révolution. Hein. L'état d'esprit dans lequel on doit se mettre pour aborder ces nouveaux enjeux est une révolution. Il n'y a aucun doute. On va voir dans un premier temps, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, d'associations qui vont proposer des produits nouveaux, des modes de commercialisation nouvelles, des services nouveaux, des startups qui vont vraiment comprendre la justesse de cette analyse et qui vont prendre des positions sur le marché parce qu'il y a quelque chose à faire autour de l'économie circulaire. Et je pense qu'il y a des clients qui sont prêts également à jouer ce jeu maintenant de l'industrie de l'économie de la fonctionnalité, l'industrie collaborative. Néanmoins, ce seront que quelques réalisations. Je leur souhaite tout le succès qu'elles méritent. Néanmoins, quelques-unes vont réussir justement parce qu'elles sont en opposition avec le modèle traditionnel. Et ce qu'il faut réellement, c'est que les grandes industries, le modèle traditionnel, lui, évolue. C'est bien une évolution qu'il nous faut pour avoir un effet de masse, hein, pour résoudre le problème qui se pose à nous et qu'a très bien expliqué Hélène. Alors en fait, la révolution, la rupture, elle a eu lieu chez nous il y a 10 ans à peu près. 5 ans, c'est sûr. Lorsqu'on a vu le coût des matières premières exploser, comme l'a expliqué Hélène. En 10 ans, le prix du pétrole a été multiplié par 4. Pour une industrie comme la nôtre, qui consomme énormément de matériaux, hein, c'est 20% du prix de revient, la matière dans une voiture, ça a eu un impact énorme. Donc on a dû réfléchir différemment. Pendant 100 ans à peu près, on a produit des véhicules en ne considérant pas le paramètre coût des matières. Les ressources diminuaient en coût relativement dans le temps, hein, continuellement. Et tout d'un coup, elles se sont mises à augmenter dans des proportions importantes. Donc la révolution dans l'état d'esprit, au moins dans les industries manufacturières qui utilisent beaucoup de matériaux et d'énergie, elle a été faite il y a 5 ou 10 ans. Alors à partir de là, il y a différentes stratégies qui se sont offertes aux constructeurs, par exemple. Certains ont pris des positions dans des mines, par exemple, hein, ou dans des industries qui transforment des matériaux vierges stratégiques. C'était une option. L'option qu'on a choisie, nous, parce qu'on était engagé dans l'environnement et qu'on avait un peu d'avance dans le domaine du recyclage ou de l'incorporation de matières recyclées, ça a été d'investir de manière capitalistique dans des sociétés de recyclage. Recyclage de VHU, recyclage de métaux, enfin VHU ça veut dire véhicule hors d'usage, excusez-moi. Dans des sociétés pour boucler la boucle. C'est-à-dire qu'on s'est mis, d'un point de vue capitalistique, à boucler la boucle, tout le cercle de la vie du produit. On a fait ça au début sans réellement savoir jusqu'où on irait. Et on s'est aperçu que petit à petit, on avait plein d'opportunités à exploiter à travers cette maîtrise que l'on avait de l'ensemble du cycle de vie. On a vu que nos véhicules en fin de vie, c'était une source de gisement. Et on a vu que si on pouvait amener la profession à mieux gérer ce gisement, à mieux le trier, à mieux gérer sa qualité, à mieux gérer ses flux, eh bien ça pouvait rentrer dans la chaîne de production. Donc, bingo pour se désensibiliser de cet enjeu de l'évolution des cours des matières premières. On a vu également que les casses qu'on a pris finalement en gestion à travers ces sociétés de recyclage généraient des pièces d'occasion. Ces pièces d'occasion, elles étaient vendues en B2C directement aux clients, très localement, mais sans un niveau de qualité, sans un niveau de prix homogène en France, avec beaucoup d'incertitudes pour les clients qui les utilisaient. Eh bien, on s'est dit, à nous d'organiser ça à l'échelle nationale, une base prix unique, une base de qualité unique, massifier les flux, donner de la garantie constructeur à la pièce d'occasion et proposer cette réparation dans nos concessions avec de la pièce d'occasion. Et ça faisait sens pour un grand nombre de clients qui ne comprenaient pas pourquoi réparer un véhicule de 12 ans avec une pièce neuve. Ça n'a pas réellement de sens. Alors que là, on créait à la fois, on répondait à un besoin social de coût de pièces et un besoin environnemental. Voilà, ce que je veux dire, c'est que au départ, on est avancé, puisqu'on a partagé ce constat avec Hélène depuis 4-5 ans, hein, puisqu'on collabore ensemble de longue date. Et en mettant les pieds dedans, petit à petit, on a identifié des opportunités, on a créé quelques inflexions dans notre business model, on a créé des aspérités dans notre business model, et ces aspérités-là prennent de l'ampleur et elles vont petit à petit se substituer ou prendre une partie du business traditionnel. Voilà comment les choses ont évolué.
c'est bien une évolution pour les grands groupes. C'est une logique de petits pas. Et puis après, on passe à des logiques plus importantes. Lorsqu'on a l'occasion de lancer un nouveau modèle ou un nouveau produit, comme le véhicule électrique, on décide de louer la batterie et on rentre dans l'économie de la fonctionnalité. Voilà, tout ça a été très progressif. On est réellement dans l'évolution. Hélène, là, on parle beaucoup de grands groupes, mais si on veut que le tournant soit radical et que tout le monde se mette à faire circuler cette économie, bon, dans le domaine de l'automobile, il vaut mieux compter sur les grands groupes parce qu'il y a très peu de toutes petites PME. Mais est-ce qu'on peut réussir? Est-ce que vous avez Enfin, je ne parle pas des sous-traitants, pardon, mais je parle des constructeurs. Mais est-ce que plus globalement, vous arrivez aussi à travailler avec des PME ou des entreprises de plus petite taille et de les familiariser à ces nouveaux modes, ou est-ce qu'il faut déjà beaucoup de capitaux au départ pour rentrer dans cette évolution? Je crois que c'est vraiment un mélange du deux. Et nous, on a trouvé avec la création de notre nouvelle CE100, nous, on a créé un réseau avec les grands événements avec tout le monde, 2 fois par an, qui dure 3 jours. On a trouvé avec cette nouvelle réseau qu'il y avait beaucoup de grandes entreprises comme Renault qui voulaient de rentrer dedans, qui voulaient de partager les idées autour de l'économie circulaire, et c'était pre-competitive. Donc, des fois, les compétiteurs sont dedans. Ils sont 2 organisations qui sont dans le marché, qui sont compétiteurs, mais on sait si vraiment on veut un bascule, il faut travailler ensemble. On est les grandes, bien sûr, mais aussi dans cette CE100, on est les petits. Et ça, c'est incroyable de voir les petites sociétés. Des fois, c'est vraiment une start-up avec une nouvelle idée. Prends le Ecovative avec le nouvel emballage qui est poussé avec les mycéliums. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est incroyable. Et de mélange cet esprit de pense différemment, cet esprit qu'on peut faire ça demain, comme Eben avec son Ecovative. Si on mélange les deux, c'est vraiment une super ambiance, et c'est vraiment une ambiance qui crée les solutions. Donc, on peut pas. Aussi, on a réalisé très vite avec notre partenaire fondateur, inclus Renault, qu'on a créé la fondation, qu'on peut aller seul vers une économie circulaire, bien sûr. Mais si on travaille ensemble, c'est beaucoup plus vite. Et c'est ça qu'on a vu dans la vidéo, que Renault, c'est pas Renault économie circulaire seul, mais si on travaille avec cette organisation-là. Et ça, c'est quand on voit les vraies puissances. C'est vraiment un mélange de taille de l'organisation. Et des fois, c'est les petits qui ont l'esprit qui peuvent aller. Dans une grande société, des fois, on a des contraintes parce qu'on est quand même dans une grande machine. Si la machine bouge, c'est incroyable, comme on a vu dans le film, mais une personne qui crée une start-up, ils ne sont pas de limite. Ça, c'est cool. Et donc Jean-Philippe, vous faites ce discours d'évangélisation avec les petites entreprises avec qui vous travaillez? Je pense qu'on fait plus que ça. On a absolument besoin des petites entreprises parce que il y a quand même une rupture dans le management de ces projets. Ils sont hyper transversaux, ils sont ensemble de cycles de vie. Ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles choses. Il faut inventer... il y a de l'innovation dans le management, dans la comptabilité, puisqu'il faut décloisonner les sujets et considérer la rentabilité d'un problème, enfin d'un sujet, sur l'ensemble de son cycle de vie. Ça veut dire accepter de refuser de raisonner par business unit les unes après les autres, mais considérer l'ensemble de la chaîne. Et puis, on a besoin d'innovation, parce qu'il va y avoir de nouveaux procédés de démontage, de tri. Il va y avoir besoin de nouveaux procédés de traçabilité. Nous, on a besoin de savoir où sont nos matériaux, de quelle qualité, dans quel véhicule, y compris ceux de la concurrence. Donc, ce sont des nouveaux métiers. On va avoir besoin de nouveaux métiers de logistique capillaire. Donc, tout ça, ce sont des PME qui nous l'offrent. Et nos projets, comme on l'a mentionné, le projet ICAR 95, c'est un projet collaboratif où on associe Renault, bien sûr, mais des PME, des universités, parce qu'il faut réfléchir à de nouveaux schémas logistiques ou autres. On a besoin de tout le monde. On n'est pas exclusif du tout dans cette démarche-là. Il y a de l'innovation et de la PME absolument dans nos projets. Et c'est vraiment un changement de système. Comme explique bien en fait Jean-Philippe, c'est pas juste en dire allez chez Renault on va construire une voiture différente ou un portable différent ou un emballage différemment. En fait, les choses sont conçues pour rester dans un flux de matériel. Donc si
on crée une nouvelle voiture électrique dans une façon différente, comment on peut créer cette flux de matériel, comment on peut créer le système dans lequel le matériel cycle. Parce que, et c'est ça qui touche le parti finance du business, c'est ça qui touche le parti vente, parce que est-ce qu'on est en train de vendre les choses dans l'avenir ou est-ce que c'est plutôt un service? Donc il n'y a pas une partie du business qui n'est pas touchée par ça. Et juste de revenir aux tailles différentes d'organisation, l'éducation c'est vraiment une clé autour de l'économie circulaire. Parce que de créer une économie circulaire, il faut penser différemment. Il ne faut pas penser dans la façon linéaire qui a nous servi bien pendant son temps, mais ne peuvent pas dans le long terme. Donc il faut vraiment changer l'esprit. Et il y a une super histoire qui devient de notre travail dans l'éducation. On travaille dans le International Baccalaureate. On a travaillé avec beaucoup de professeurs pour créer les meilleurs matériels pour les gens de l'université et qui sont en train de faire leurs études. Il y avait un jeune qui était en train d'étudier le design and technology. Donc, il dessine les choses et fait fabriquer. Il adorait ça, mais il était allé à son prof quand il avait 18 ans en disant il y a 2 ans, quand je faisais mes examens, je ne trouvais rien pour dessiner. Tout était fait. J'avais vraiment du mal de penser de quelque chose pour dessiner. Mais là, je touche l'économie circulaire. Tout ce que je vois, je veux le refaire. Et pour lui, c'était tout un moment d'innovation, d'opportunité, de créativité. Il voulait tout faire. Et c'est ça qu'on trouve, pas juste dans l'éducation, mais aussi dans les business, dans les startups et dans les grandes entreprises. Hier, en ouverture du Positive Economy Forum, il y avait un entrepreneur circulaire qui s'appelle Gunther Pauli. Il a aussi sa fondation, donc c'est un entrepreneur circulaire. Et il disait, moi je pourrais faire beaucoup plus, je pourrais recycler beaucoup plus si les pouvoirs publics me suivaient, me soutenaient, mais c'est des politiques. Alors il a rajouté dans le politique bashing dont on n'a pas spécialement besoin actuellement, mais est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics vous accompagnent bien sur ces questions? Et puis peut-être on peut profiter de votre bilinguisme pour voir si vous trouvez que les Anglais sont meilleurs que les Français sur ce coup-là. Je veux faire une comparaison entre les pays. C'est vrai que les pays sont très différents. C'est vrai que le système de collection dans les pays sont différents. Les façons de collection est différente. Dans les pays en train de développer, par rapport à un pays qui est développé, c'est complètement à part. Mais de revenir aux questions, quand nous, on a créé la fondation, on a demandé, on travaille dans quel domaine? Et puis, on a réalisé très vite que le système ne marchait pas, en fait. Même si on change tous dans nos vies d'essayer d'être circulaire aujourd'hui, parce que moi, j'ai bien demandé la question pendant mes 4 ans de recherche, même si je change et tout change, on n'a pas trouvé une solution parce que le système ne marche pas. C'est là qu'on travaille à la Fondation. On travaille en changeant le système. Donc si on crée les matériels qui restent dans les flux, si on crée les emballages qui sont conçus pour rester dans un flux, si on crée une voiture qui est conçue pour être déconstruite, les matériaux peuvent repartir, là on a un système qui peut marcher. Là, en tant que personne dans la rue, on peut prendre les choix qui permet une économie circulaire, mais à l'instant, on n'est pas là. Le système doit changer. C'est là qu'on travaille. Ce n'est pas dire chacun, on ne peut pas faire les choses bien dans la vie, du tout. Bien sûr, on peut. Mais nous, à la Fondation, et l'économie circulaire, c'est vraiment un changement du système pour nous permettre de vivre dans une façon circulaire. J'imagine que votre fondation, elle fait du plaidoyer. Si jamais vous aviez l'occasion d'aller boire un thé avec David Cameron ou un café avec François Hollande, est-ce que vous verriez une mesure concrète de chez nos politiques d'un côté ou de l'autre de la Manche qui ferait avancer votre cause? Ça, c'est un sujet, on a discuté beaucoup à la Fondation, de plus en plus en fait. Et on a travaillé prochement avec l'Union européenne, la Commission, sur le European Resource Efficiency Platform. Donc le plafond qui a été créé pour aider avec la croissance par rapport au problème avec les ressources. Parce qu'en Europe, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de matières premières. C'est un vrai challenge. Donc on a demandé plein de questions. Et une chose qui revient beaucoup, c'est que si Renault, par exemple, retravaille les pièces, crée du remanufacturing, comment on peut accélérer ça? Est-ce qu'on peut avoir une situation quand quelque chose qui est remanufactured, avec on retravaille, est-ce que le TVA peut être différent, par exemple, par rapport à quelque chose avec les matières premières? Ça, c'est un exemplaire qui accélère la transition vers une économie circulaire. Ou si, est-ce qu'on dit, par exemple, que nous, en tant que humains, nous, on est une matière remplaçable. On n'est pas une matière première. Parce que le travail, en fait, il faut l'emploi.
nous, on a quelque chose qui peut venir dans... Si on va choisir, on voit beaucoup de gens qui travaillent dans une usine, qui font un travail merveilleux, qui ont de l'emploi, qui, si ces moteurs allaient à la casse, ne sont pas là. Et ils créent de valeur, vraiment de valeur. En fait, quand Carlos Tavares parlait à notre sommet économie circulaire à Londres l'an dernier, il disait Choisy-le-Roi, c'est l'usine de Renault le plus rentable dans le monde entier, en créant de l'emploi. Donc, sont vraiment quand le système change, ils sont beaucoup d'autres aspects. Vas-y. Petit commentaire sur Carlos Tavares, qui lui-même a fait preuve de circularité depuis. Pas de commentaire sur Carlos Tavares. Non, il nous a soutenus à l'époque et nos dirigeants nous soutiennent également maintenant parce que l'idée, elle est bonne et les projets, effectivement, sont profitables et rentables. Pour les pouvoirs publics, il y a différentes choses qu'ils ont à faire. D'abord, dans les territoires, les collectivités, c'est-à-dire créer du lien d'abord entre les acteurs pour pouvoir mettre en liaison des sourcings par rapport aux besoins et créer du volume, parce que c'est ça qui est critique. Dans les projets, on peut avoir des projets très rapidement, mais il faut atteindre des effets d'échelle qui rendent rentables, disons compétitifs, les flux matières que l'on crée par rapport à la matière vierge qui est extrêmement installée et qui a fait tous les investissements. Deuxièmement, il faut qu'ils soutiennent les projets. Soutenir les projets, ça veut dire peut-être rassurer quelques PME ou les soutenir financièrement pendant un temps, le temps qu'ils installent leur business model. Ça, c'est nécessaire. Certains le font et au niveau européen, il y a quelques fonds qui peuvent servir à ça. Et Life en est un exemple. Il faut également peut-être réfléchir aux besoins de capitaux ou de free cash flow, parce que cette économie où la matière est un actif qui est prêté en quelque sorte aux clients, et c'est un actif qu'on récupère que beaucoup d'années après. Donc il y a un problème à la fois pour certains qui débutent de trésorerie, de capitaux, qu'il faudrait résoudre peut-être par des mécanismes. Et puis il y a un problème comptable également. Comment compter dans un bilan? C'est pas prévu aujourd'hui. Le fait qu'on a un actif qui est à l'extérieur pendant un temps, c'est pourtant une valeur pour l'entreprise. Elle le réalisera un jour et pourtant elle n'est pas dans ses comptes et ses bilans. Et c'est peut-être malheureux de ne pas avoir le moyen de compter ça aujourd'hui. Alors la fiscalité, bien sûr, c'est peut-être un axe de réflexion. Enfin, c'est un axe de réflexion, on le sait. On devait avoir François-Michel Lambert qui devait intervenir aujourd'hui, qui est député écologique en France et qui est actuellement en train de discuter la loi de transition énergétique qui a un volet économie circulaire, donc il ne peut pas nous rejoindre. Néanmoins, c'est un des éléments qu'il défend. Et puis, il y a des choses très simples aussi. Avoir un système de mesure partagé de ce qu'est le taux de recyclé dans un véhicule ou le taux de circularité d'une activité. Ce serait bien parce qu'on pourrait se comparer, on pourrait valoriser les choses, on pourrait faire du marketing autour de ces choses-là. Ça n'existe pas, on ne peut pas l'exploiter puisque ce serait du greenwashing. Je crois aussi que ça c'est un point très important en parlant d'investissement autour de l'économie circulaire. Et quand on regarde un business, par exemple, si on prend business A, business A c'est vraiment linéaire. Par exemple, dans un fournisseur de voitures qui chaque fois achète les nouvelles matières, ça c'est une chose. Mais si on devient circulaire dans une économie avec les prix de matières très volatiles, est-ce qu'on est plus, comme dit, est-ce que cette deuxième société n'est pas plus stable? Je n'arrive pas à trouver c'est moins fragile. Moins fragile, mais aussi plus investible, parce que ton business model marche dans le long terme. Si tu es quelqu'un qui est vraiment comme tu dis, vulnérable avec les prix de matière, c'est un vrai challenge pour un business. Alors, là, on a une ressource qui s'épuise, malheureusement, c'est le temps. Et dans la session précédente, on a réussi à rendre la collaboration sexy. Donc, on va peut-être essayer de faire l'inverse, et on va essayer de taper sur la résistance. Taper sur la résistance au changement. On a bien compris votre plaidoyer radical. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui s'opposent encore au changement de modèle en disant, en gros, l'économie circulaire, c'est bien, mais c'est un truc de pays riches et développés, ça coûte cher. Laissez-nous d'abord nous développer d'une autre manière. Je crois que l'économie circulaire, c'est une opportunité énorme pour les pays en train de développer. Énorme. Parce que nous, on a créé un système linéaire qu'on sait ne marche pas. Eux, ils ont l'opportunité d'aller direct vers le système circulaire. Ça, c'est un grand pas en avance par rapport à notre économie. Et si on regarde les pays comme Chine, comme Inde, comme Jean-Philippe disait dans la vidéo, en Chine, ils ont une loi en disant qu'on va vers une économie circulaire. C'était dans les derniers 2 plans de 5 ans. Donc c'est vraiment dedans. Et c'est une très très forte opportunité. Et aussi, si on regarde les chiffres de McKinsey qu'on a montrés, les chiffres
de FMCG, ça c'est un chiffre global. Et la première partie du chiffre, par exemple avec le European, avec les produits de moyenne complexité, le premier 360 milliards de US dollars était là sans changement de régulation. Donc c'est vraiment là pour y aller maintenant. Eh ben, on y va maintenant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venus tous les deux. Merci infiniment. Jean-Philippe, Hélène MacArthur, merci beaucoup.